J'appelle donc tout de suite le docteur Luis Alvarez, qui est psychiatre spécialisé en psychopathologie périnatale, qui travaille à l'hôpital américain et à la clinique périnatale. Il travaille étroitement en réseau avec tous les professionnels de la périnatalité, dans les domaines de la gynécologie, de l'obstétrique, de la médecine fœtale et de la pédiatrie. Et M. Alvarez va nous faire partager son expérience autour de l'infertilité et la mort périnatale lorsque le corps trahit. C'est à vous. Bien, et bonjour. Je remercie Laurence Fischer qui nous a fait sentir à quel point le corps est essentiel pour l'humain. Et c'est par là que je vais commencer, puisque je vais tenter de vous transmettre à quel point autour de la transmission de la vie se jouent les forces de vie, les forces de mort, et à quel point des événements comme l'infertilité, des expériences comme l'infertilité ou la mort périnatale peuvent nous faire sentir une trahison du corps. Bien. Donc au début, c'est le corps. Donc pour l'humain, le corps est le centre, la base, le socle, le soleil. Le corps est émotion, est pensée, est mouvement, est intimité. Mais aussi, le corps est d'emblée le corps pour l'autre. Je vous partage ce propos de Spinoza et qui nous permet de voir 3 niveaux de compréhension de ce rapport entre le corps et la psyché. Tout d'abord, donc, il s'agit d'avoir conscience d'avoir un corps, et toute personne qui s'occupe d'un bébé, tout clinicien de la périnatalité sait à quel point cela est absolument indispensable. Une fois qu'on fait l'expérience de ce corps et qu'on peut en avoir une certaine conscience, on peut se le représenter. Et cette représentation de tous ces états permet enfin de faire la connaissance de ce corps. Je crois que Laurence nous a bien montré ça ce matin, Laurence Fischer, et c'est beaucoup plus éloquent que ce que je puisse vous dire ce matin. Donc le corps est la base, le corps est le socle. La relation entre le corps et la psyché se construit sur la base des strates qui se superposent les unes sur les autres. Donc tout d'abord un moi corporel, ensuite donc un moi peau, un schéma corporel, et dans ce schéma corporel on est à la lisière entre la psyché, la psychologie du développement et la neurologie, et bien sûr un self, et tout cela contribue à la construction d'une identité. Le corps serait donc pour nous tous un fidèle compagnon, pas si sûr. La maladie, la souffrance, la mort, la folie nous apprennent très vite que cela peut ne pas être le cas. Pour illustrer cela, et je vous partage cette citation de Yourcenar, de Mémoires d'Adrien. Donc on a un empereur vieillissant qui a 60 ans, qui a une insuffisance cardiaque et qui se sent mourir peu à peu. Donc il dit ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Vieillir donc serait une transformation silencieuse, comme dit François Julien. Vieillir serait donc une trahison lente, imperceptible du fait de son aspect progressif. Entrons dans le vif du sujet, l'infertilité. Quand nous rencontrons des femmes qui vivent cette infertilité, et elles nous racontent toutes à un moment donné leur sentiment qu'elles ont que le monde s'obstine à leur montrer son foisonnement, son abondance, et que cette abondance leur est interdite. Elles en sont privées. Et pour cela, le coupable est le corps. Le corps se refuse à accueillir la vie. Pour illustrer cela, je vous partage cette petite citation de Yerma, qui est un ouvrage formidable de Garcia Lorca, où il est question effectivement d'une paysanne andalouse qui ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas concevoir parce que, on termine par le comprendre, elle a été abandonnée par les siens, donc trahie. Elle a été mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Et donc, dans ces conditions, la défiance l'empêche donc de pouvoir concevoir. Donc, Yerma est en train de parler avec une sage-femme qui essaie d'accomplir des rites de fertilité, et elle dit à cette sage-femme, je ne pense pas à demain, je pense à aujourd'hui. Je pense que j'ai soif et que je n'ai pas de liberté. Je veux serrer mon enfant dans mes bras
pour pouvoir dormir tranquille. Et écoute-moi bien et ne t'effraie pas de ce que je dis. Combien même je serais que mon enfant me martyriserait, me haïrait, me traînerait par les cheveux au milieu des rues, je recevrais avec joie sa naissance, car il est préférable de pleurer pour un homme vivant qui nous poignarde, qui nous trahit donc, que pleurer pour ce fantôme assis année après année sur mon cœur. La mort périnatale. La mort périnatale est un vaste domaine. Et la mort périnatale concerne tout événement, effectivement, qui fait entrave à la transmission de la vie. C'est-à-dire que la transmission de la vie peut se solder par l'irruption de la mort, l'IVG, la fausse couche, la grossesse extra-utérine, la réduction embryonnaire, l'interruption sélective de grossesse, l'interruption médicale de grossesse et la mort fœtale in utero, qui est peut-être un des éléments les plus cruels qu'une femme puisse vivre. Je vous ai partagé, d'une part j'ai mis la photo de ce livre formidable de Marie-Josée Subieux qui nous a tant appris à propos du deuil périnatal, et je vous partage cette citation de ce morceau d'Ulysse dans la vallée où Henriette de Morsauf nous fait le récit de sa condition de fille du maire endeuillé. Donc le cœur où je devais attacher les premières racines de la tendresse, le cœur de ma mère, s'est fermé pour moi malgré ma persistance à y chercher un pli où je puisse me glisser. J'étais fille, je venais après 3 garçons morts, je tâchais vainement d'occuper leur place dans l'affection de mes parents, je ne guérissais pas, point la plaie faite à l'orgueil de ma famille. Donc je suis un clinicien, donc je ne peux que vous raconter une histoire clinique où toutes ces choses-là s'entremêlent. Donc je vais vous raconter la rencontre avec Zoé. Zoé est une jeune femme qui a été orientée à ma consultation avec son conjoint par la maternité dans laquelle elle avait accouché. Elle avait accouché 9 jours auparavant, donc elle arrive à ma consultation 9 jours après la naissance de Yaël. Son enfant mort in utero à 35 semaines d'aménorrhée. Donc c'est vraiment un événement d'une cruauté extrême. Zoé fait peur. Zoé a une maladie chronique qui s'appelle une ichthyose, qui fait que sa peau se décolle de son corps, elle desquame, et elle est comme une poupée de cire, elle est enduite de crème. Donc quand on lui serre la main, elle nous laisse une trace de cette crème dans la main, et donc elle fait très peur. Elle explique donc qu'elle a fait une poussée de psoriasis, qu'elle a dû avoir des corticoïdes à autodose, ce qui explique son aspect bouffi, ce qu'on appelle un faciès cushingoïde, et qu'elle vit cet événement comme une malédiction qui n'est qu'une nouvelle malédiction ou la concrétisation de la malédiction qui l'accompagne depuis sa naissance. Donc, elle a une maladie chronique et le corps continue à la trahir. Elle aurait donc été punie, pense-t-elle, d'avoir voulu avoir un enfant alors qu'elle se savait porteuse d'une maladie chronique, donc interdite à la fertilité. Elle est dans l'effroi parce que sa mère lui avait interdit de faire des enfants, ce qu'elle n'avait pas compris jusqu'alors. Et elle avait opté pour ne pas faire la rencontre de cette petite fille. Donc elle a accouché de cette petite fille, elle ne l'a pas regardée, elle ne l'a pas portée, et elle avait le projet de la laisser à l'hôpital, de laisser son petit corps à l'hôpital. Et à cet instant, elle se rappelle d'un rêve qu'elle a fait la veille ou l'avant-veille, où elle me dit « Je suis à l'hôpital, je suis enceinte, ça se passe en moi, il y a un danger diffus. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour ma fille. Ma mère apparaît. Elle transperce ma peau avec sa main, sort ma fille de mon ventre et me laisse à l'hôpital, m'abandonne. » L'évocation, ce rêve, permet à Zoé de comprendre qu'elle ne peut pas abandonner sa fille. Si elle abandonne sa fille, elle la trahit. Elle ne peut pas trahir sa fille. Le fait qu'elle arrive à ma consultation 9 jours après la naissance n'est pas un détail, ou c'est un détail important. La loi permet aux parents de rendre visite à un bébé mort en chambre mortuaire pendant les 10 jours qui suivent la naissance. Et la loi permet aux parents de décider de devenir de petit corps pendant 10 jours.
Donc, je me vois appeler la chambre mortuaire de l'hôpital où était Yael pour demander effectivement à ce qu'on la prépare pour que Zoé puisse rencontrer sa fille. Et Zoé et son mari décident donc de faire des obsèques pour Zoé. Bien. Cet acte, c'est-à-dire l'éviction de la trahison, a scellé un lien de confiance avec Zoé. Et je vais la voir une fois par semaine, et cela fait déjà 6 mois que je la vois une fois par semaine. Et Zoé, au cours de ce suivi, va revenir sur les circonstances de sa naissance. Zoé a été un bébé collodion. Je ne vous ai pas mis une photo d'un bébé collodion, mais je vous ai mis une gravure de la fin du 19e siècle de ce qu'est un bébé collodion. Un bébé collodion, c'est un bébé qui naît avec une ichthyose. C'est-à-dire, il y a un défaut du collagène qui fait que la peau se décolle du corps et des squames par plaques. Donc c'est ce qu'on voit dans la photo de ce bébé. Elle était donc monstrueuse à la naissance et la légende familiale dit la trahison d'emblée. Sa mère l'a abandonnée. Sa mère l'a abandonnée en partie parce qu'elle avait besoin de soins, mais en partie par l'insupportable vision de ce bébé. Donc, elle inspirait la terreur maternelle, la fuite paternelle. Zoé avait un frère aîné, elle est la deuxième de cette fratrie. Après sa naissance, sa mère a été frappée d'infertilité. Et ses parents ont adopté 2 autres enfants venus des contrées lointaines, ce qui a marqué le début d'un désastre familial, parce que ses frères adoptifs et sœurs adoptives ont cumulé les frasques et les déconvenues dans un climat de dysfonctionnement familial où rien de ce que fait socle pour l'humain pouvait faire socle pour Zoé, ni donc le corps, ni ses parents. Zoé a donc été un enfant parentifié. Zoé est devenu le parent de ses parents, son propre parent et le parent de sa fratrie. C'était une petite fille hyper mature qui raconte avec une acuité est très touchante à quel point on lui a volé son enfance, à quel point elle s'est réfugiée dans les études. Elle avait une force vitale qui l'a conduite à chercher asile dans l'école. Et de tout cela est née une vocation soignante. Alors vous avez compris que, étant abîmée dans son corps, elle ne pouvait que investir le corps, la parole et la pensée, donc elle est devenue orthophoniste. Adolescente, elle a fait la paix avec son corps, et adolescente, elle a pu donc prendre ses distances avec cette famille dysfonctionnelle et construire sa vie. Dans ce récit, on arrive à la question de l'infertilité. Comme elle a construit sa vie, elle a rencontré un compagnon, elle a voulu à son tour devenir mère en dépit de tous les interdits médicaux et maternels. Mais bien sûr, quand elle essaie de devenir mère, et probablement à cause de tous ces traitements, mais aussi probablement du fait de l'interdit maternel et de la souffrance de ce corps, et là, le sentiment d'être maudite, la grossesse ne vient pas, et là, le sentiment d'être illégitime, et effectivement, sa mère assène ce coup pour elle, mais si tu deviens mère, qui va s'occuper de nous ? Elle obtient tout de même, une grossesse, la grossesse de Yael, après 2 tentatives de FIV. C'est une grossesse de tous les dangers, une grossesse avec une surveillance accrue, une grossesse d'angoisse. Elle se demande si son corps va lui permettre d'être mère. Et bien sûr, elle risque aussi quelque chose. L'ichthyose peut se dégrader pendant la grossesse. Donc il y a un risque pour la mère, un risque pour Yael. Et tout cela se joue avec une multiplication d'échographies, et là, une échographie tous les 15 jours. Et puis survient la mort de Yael, et la mort de Yael survient le lendemain d'une échographie rassurante. Tout allait bien, à 35 semaines d'aménorrhée. Zoé fait le récit de ce décès. Elle, à un moment donné, ne ressent plus Yael bouger en elle. Elle dit « j'ai su tout de suite, je l'ai su tout de suite ». Elle était morte en moi, je faisais ma propre surveillance de ma grossesse. Le sentiment d'être maudite persiste, le sentiment d'être maudite la taraude. Elle est donc frappée par l'horreur, et là, un sentiment de déjà vu, déjà vécu. Vient donc
la naissance de Yaël. Elle doit accoucher de ce bébé mort. Ce bébé mort doit sortir d'elle. Tout cela se fait sous le signe de la sidération. La douleur l'avait fait déserter son corps. Il était dépersonnalisé. Il était hors d'elle. L'éviction de la rencontre avec Yaël s'est imposée à elle car c'était l'enfant de la honte, l'enfant qu'il a dénoncé et qu'il a dénoncé devant la terre entière. Ce suivi a été aussi l'occasion d'assister à la consultation post-IMG. Et quand une femme, post-IMG, excusez-moi, une consultation post-mortem pour lui restituer les résultats de l'autopsie. Et lors de cette consultation, elle a compris, on lui a annoncé que Yaël était porteuse de l'ichtyose. Et là, effectivement, c'est la trahison. La trahison se redouble. Sa fille était malade de la maladie qu'elle portait. Et donc cela pose le risque de la récidive. Et tout cela, donc, s'accompagne, alors qu'elle apprend tout cela, s'accompagne d'une dégradation de son état dermatologique. Elle a une poussée de polyarthrite, elle a perdu ses cheveux, et elle est bouffie. Elle assiste à une querelle entre les docteurs, les gynécologues et les dermatologues se renvoient la responsabilité de la pathologie qui aurait eu raison de Yaël. Et elle arrive à la consultation avec une photo d'elle bébé, et la photo d'elle bébé qui est comme cette image que je vous ai montrée, et la photo d'elle aujourd'hui, sans cheveux, bouffis, sont d'une ressemblance frappante. Donc elle me dit « Je suis devenu le bébé que j'étais à ma naissance ». Bien. Mais là, survient quelque chose de très important, et dans les suites donc, de l'annonce des docteurs, des généticiens que Yaël était porteuse de cette ichthyose. Sa mère est venue vers elle et sa mère lui a confié quelque chose qui était de l'ordre d'un secret. Quand elle est née, elle était tellement monstrueuse que le pédiatre de l'hôpital où elle est née a proposé à sa mère une euthanasie. Il a proposé à sa mère de lui tordre le cou. Et si sa mère a fui la maternité, si sa mère a fui l'hôpital, c'était bien sûr parce qu'elle était frappée d'horreur, mais c'était aussi pour lui sauver la vie. Sa mère lui a dit « Si je n'allais pas te voir à l'hôpital, c'était pour ne pas dire oui au docteur de te faire partir. » Donc cela change complètement de signe. Donc la trahison n'était pas une trahison totale, c'est une trahison salvatrice. C'est une trahison, un abandon qui a permis à cette mère de ne pas tuer sa fille et de lui permettre de vivre une vie dont personne ne voulait, même pas elle et même pas le docteur. À partir de là, par cette révélation, par cette levée du secret, Zoé a pu sortir de la trahison avec sa mère et sortir de la défiance avec sa mère. Probablement, il ne pourra pas tisser un lien de confiance avec elle. Elle a beaucoup trop souffert. Mais aujourd'hui, elle respire en dehors de la trahison et de la défiance. En conclusion, la vie hésite lorsqu'elle se transmet, mettant à l'épreuve le corps, la psyché et les liens. Les entraves et les accidents à la transmission de la vie viennent questionner nos certitudes, notre corps, notre couple, notre sexualité, notre filiation, nos croyances, nos idéaux. La confiance dans la vie vacille et l'absence de sens nous mène au confond de l'humain. Et pourtant, le désir d'enfant persiste, et pourtant, le désir d'enfant s'obstine. Merci beaucoup.